Que la paix soit sur vous. Comme expliqué dans le dernier épisode, les athées ont attribué des phénomènes innés à des causes génétiques matérielles sans aucune preuve. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même attribué des actions qui ne sont pas de nature innée aux gènes et s'en sont servis comme prétexte pour justifier de telles actions comme des phénomènes naturels. Un exemple frappant est le traitement de la désorientation sexuelle, qu'ils n'appellent pas désorientation sexuelle, mais plutôt homosexualité. Car le mot désorientation implique un comportement répréhensible, incompatible avec la nature humaine. Il existe un lien entre l'homosexualité et l'irreligion. Une enquête réalisée en 2013 auprès de la communauté LGBT, désorientée sexuellement, des États-Unis, a montré qu'environ 50% d'entre eux n'avaient aucune affiliation religieuse, ce qui est beaucoup plus élevé que les 20% du grand public américain qui n'ont aucune affiliation religieuse. L'athéisme et le darwinisme sont courants à publier des études sur le lien entre la désorientation sexuelle et les gènes et sur les phénomènes sociaux liés à la désorientation sexuelle. Nous sommes en droit de nous demander, ces études ont-elles été menées de manière scientifique et impartiale ? Cela nous amène à la plus importante question. La recherche scientifique qui a des implications idéologiques et éthiques et qui est produite sous la domination du libéralisme occidental est-elle vraiment impartiale ? Ou bien s'agit-il, parfois, d'un outil politisé ? Si de telles études présentent des résultats qui contredisent certaines valeurs islamiques, la position rationnelle est-elle de douter des valeurs islamiques ou de la validité de ces études ? Quand un athée dit « je crois en la science », est-ce vrai ? Ou croit-il aux fausses interprétations de la pseudoscience qui conduisent à une ignorance aggravée ? C'est l'objectif premier et le plus important de notre épisode. La désorientation sexuelle n'est qu'un exemple à travers lequel nous allons examiner la crédibilité de cette science occidentale. S'il vous plaît, concentrez-vous, chers téléspectateurs, l'épisode est plein d'avantages, de preuves et de faits importants. Nous devons donc nous concentrer pour comprendre la séquence de ces éléments. Nous commencerons par analyser la signification du sens de la phrase hypothétique, je cite, l'homosexualité a une cause génétique. Puis, nous citerons ce qui est actuellement rapporté par les principales sources occidentales sur le lien entre l'homosexualité et la génétique. Après cela, nous reviendrons à la question la plus importante. Est-ce que les rapports des sources occidentales, références et études sur de telles questions éthiques sont-elles nécessairement crédibles ? Nous répondrons à cette question en examinant 3 éléments. Premièrement, l'environnement de la recherche encourage-t-il à la recherche libre ? Ou bien pratique-t-il le terrorisme autorisé intellectuel ? 2. Les chercheurs sont-ils crédibles ? Ou y a-t-il des indices de leurs mensonges et de leur partialité ? 3. Qui finance cette recherche et comment cela influe-t-il sur les résultats ? Ensuite, nous verrons comment les médias traiteront les résultats de la recherche de manière véridique ou non. Tout d'abord, cette phrase vague. Je cite, l'homosexualité a une cause génétique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Est-ce que cela veut dire qu'un homosexuel a des gènes qui le poussent involontairement vers des actes homosexuels ? Comme quelqu'un cligne des yeux par réflexe quand un corps étranger entre dans son œil, ou lorsqu'il retire involontairement sa main d'un objet chaud ? Bien sûr que non. Est-ce que cela veut dire alors qu'un homosexuel a des gènes qui le rendent psychologiquement attiré par les personnes du même sexe ? Après enquête, c'est le sens de leur phrase. Alors, supposons d'abord que ces gènes existent. Qu'est-ce qui justifie qu'ils servent d'excuse à un comportement désorienté et d'exemption de condamnation et de punition ? C'est un point clé très important. Supposons qu'une personne a un sentiment déformé. Est-ce que cela justifie son comportement en fonction de ce sentiment ? Par exemple, que se passe-t-il si un homme a un désir excessif pour les femmes ? Ce désir justifie-t-il le viol ? Ou est-il tenu de se retenir, contrôler sa convoitise et de la canaliser vers des exutoires autorisés ? Par exemple, le mariage légitime.
Alors pourquoi utiliser des titres comme l'homosexualité est soumise à la génétique d'une manière qui implique que l'homosexuel est forcé par ses gènes à un comportement anormal? Êtes-vous prêt à vous engager dans la même logique pour traiter avec des adversaires politiques et intellectuels qui pourraient avoir des gènes et des raisons génétiques pour faire ce qu'ils font? Si nous disons un homme polygame peut avoir des raisons génétiques pour prendre plusieurs épouses et la femme qui accepte d'être l'épouse d'un homme marié pourrait être génétiquement contrainte de le faire. Alors pourquoi le mariage gay est-il légalisé dans les 50 États américains grâce à la décision de la Cour suprême du 26 juin 2015 alors que la polygamie, elle, reste illégale dans les 50 États à ce jour? Pourquoi l'affirmation d'un lien génétique est-elle utilisée pour susciter de la sympathie pour les homosexuels spécifiquement? Indépendamment de cela, existe-t-il vraiment des gènes qui peuvent provoquer des orientations psychologiques dans le désir? Ceci nous amène, chers téléspectateurs, au deuxième point central. Quelle relation font les principales références occidentales entre l'homosexualité et la génétique? Une importante organisation scientifique et professionnelle américaine, la American Psychological Association, a conclu qu'il n'y a aucune preuve d'une base génétique pour l'homosexualité à ce jour. En dépit du fait que cette association défende fermement ce qu'elle considère comme les droits des LGBT, de plus, plusieurs ouvrages spécialisés sur l'étude du comportement sexuel décrivent la recherche comme non concluante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas abouti à une conclusion et qu'aucun gène spécifique n'a été lié à l'homosexualité. L'un des meilleurs livres dans ce domaine est le livre du Dr Neil Whitehead intitulé My Genes Made Me Do It. Homosexuality and the Scientific Evidence, qui réfute le lien entre l'homosexualité et la génétique d'un point de vue théorique, fondamental et logique. L'étude porte sur des jumeaux identiques dans le domaine de l'homosexualité, dont beaucoup ne montrent aucun lien génétique, et a identifié les principales erreurs scientifiques dans les études sur les jumeaux, qui prétendent qu'un lien existe. Ici, chers téléspectateurs, veuillez noter une question fondamentale importante. Les athées disent « Nous sommes nés de mutations et la sélection naturelle des traits qui servent à la survie de l'extinction de ceux qui portent des traits qui ne servent pas à la survie. » Une question me vient en tête, l'homosexualité est-elle à la survie? Bien sûr que non. Parce que les couples de deux mâles ou de deux femmes ne peuvent pas produire d'enfants, ils ne transfèrent donc pas de traits génétiques aux générations futures et la loi de la sélection naturelle aurait dû mettre fin à l'homosexualité car c'est un trait qui ne sert pas à la survie. Pourtant, l'homosexualité existe. Notez, notamment, dans l'explication matérialiste darwinienne, le début contredit la fin. Revenons aux conclusions de l'American Psychological Association et des livres spécialisés. Veuillez noter que nous ne suivons pas la méthodologie non scientifique, utilisée par beaucoup qui consiste à utiliser n'importe quelle étude qui convient à leur caprice et à ignorer les autres études qui ne servent pas leur point de vue. Au contraire, nous citons les conclusions des grandes organisations de santé et des livres spécialisés car ils fournissent un résumé d'un grand nombre d'études connexes. Malgré tout cela, quelqu'un vous dira, contrairement à ce que vous dites, il y a des études qui indiquent une relation entre l'homosexualité et la génétique. Un autre encore dira, si un jour les principales références changent de point de vue, admettez-vous que cette relation existe. Ceci nous amène donc au troisième point, et plus important, de cet épisode, qui est de répondre à la question, les études scientifiques qui produisent des résultats orientés vers l'hypothèse que l'homosexualité et la génétique ont un lien, sont-elles vraiment partiales? Ou sont-elles un outil politisé? Nous répondrons à cette question en utilisant 3 éléments. Premièrement, l'environnement dans lequel cette recherche est menée. Encourage-t-il la recherche libre ou applique-t-il un terrorisme intellectuel autorisé? La civilisation occidentale lance des slogans pour ses concepts sacrés et criminalise et combat ceux qui osent les contester. L'influence du lobby LGBT a pu inclure, comme l'un de ses concepts sacrés, les soi-disant, je cite, droits LGBT. Et tout comme quiconque
s'oppose à la domination occidentale est accusé de terrorisme et quiconque critique les juifs est qualifié d'antisémite, de même l'opposition à l'homosexualité est qualifiée d'homophobie. C'est-à-dire que l'homosexualité est un phénomène naturel, un droit de l'homme, et quiconque s'y oppose souffre d'une phobie maladive à son égard. Mais ce malade n'a pas d'excuse, au contraire il est criminalisé. Et tout comme il y a des slogans pour l'antiterrorisme et pour la lutte contre l'antisémitisme, la civilisation occidentale brandit le slogan anti-homophobie, pour lequel les Nations Unies ont adopté, lancé des campagnes, publié des accords signés par de nombreux pays et nommé un enquêteur spécial de l'ONU. Tout cela pour protéger les homosexuels. Dans un tel environnement, de militantisme et de censure est-il réaliste d'attendre de la science des résultats impartiaux? L'un des scandales scientifiques est celui du professeur Robert Spitzer. Le professeur Robert Spitzer, considéré comme le père de la psychiatrie moderne, a publié une étude sur la psychothérapie destinée à aider les homosexuels à surmonter leur homosexualité. Il l'a appelée thérapie réparatrice, c'est-à-dire un traitement destiné à réparer la désorientation sexuelle. Dans l'étude, il a fait état du succès de son traitement pour corriger la désorientation sexuelle de 200 hommes et femmes homosexuels. Cela a rendu furieux les organismes de santé, qui ont attaqué selon son étude. Bien que Spitzer ait été un partisan des droits des homosexuels et qu'il ait œuvré pour retirer l'homosexualité de la liste des troubles psychiatriques de l'APA, cela n'a pas aidé à son cas devant la communauté scientifique. Ainsi, en 2012, Spitzer s'est excusé pour son étude et les médias ont rapporté la nouvelle comme suit. Je cite, « Un géant de la psychiatrie s'excuse d'avoir soutenu la guérison des homosexualités. » À la fin de ses excuses, il a dit, avec une humiliation abjecte, je cite, « Je crois que je dois à la communauté gay des excuses. » Vous pouvez imaginer la pression à laquelle Spitzer a été soumis quand on sait que les deux plus grandes organisations internationales de santé ont attaqué son traitement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, et ont publié le 17 mai 2012 un rapport intitulé « Les thérapies visant à modifier l'orientation sexuelle ne sont pas justifiées sur le plan médical et menacent la santé ». En quoi une psychothérapie, basée sur un conseil verbal auprès de la personne homosexuelle, menace-t-elle la santé? Selon leur rapport, je cite, la répression de l'orientation sexuelle de ces traitements a été associée à des sentiments de culpabilité et de honte, à la dépression, à l'anxiété et même au suicide. Le rapport se termine par des recommandations sur la manière de combattre l'homophobie. Je vous demande, chers téléspectateurs, d'écouter ces recommandations et de me dire ce qu'elles vous rappellent. Les 5 recommandations sont les suivantes. 1. Les thérapies de conversion ou réparatrices et les cliniques qui les proposent doivent être dénoncées et faire objet de sanctions adéquates. 2. Les institutions publiques responsables de la formation des professionnels de la santé doivent s'attacher à les former à accepter les homosexuels et à éliminer toute attitude de pathologisation, de rejet et de haine envers les personnes non hétérosexuelles. 3. Prévention des interventions visant à changer l'orientation sexuelle. 4. Dans tous les médias, l'homophobie doit être exposée, dans toutes ses manifestations, et exprimée par toute personne. Elle doit être exposée comme un problème de santé publique et une menace pour la dignité humaine et des droits de l'homme. 5. Les organisations de la société civile peuvent développer des mécanismes de vigilance civile pour détecter les violations des droits de l'homme et des personnes non hétérosexuelles, et les signaler aux autorités compétentes. À quoi ces recommandations vous font-elles penser? Elles semblent identiques aux recommandations antiterroristes, n'est-ce pas? Un énième dogme imposé à la communauté scientifique et nous rappelle la série Expelled, qui révèle comment ils oppriment et excluent tout scientifique qui rejette l'évolution darwinienne. Un terrorisme qui rappelle l'Inquisition espagnole et la tyrannie contre la science pratiquée par l'Église au Moyen Âge. Après tout cela,
Je pense qu'il est très comique de croire que l'environnement de la recherche scientifique sur l'homosexualité est libre et impartial. La deuxième question que l'on peut se poser sur la crédibilité des recherches occidentales est la suivante. Les chercheurs sont-ils crédibles? Ou bien y a-t-il des indices de leurs mensonges et de leur partialité? Nous allons présenter quelques preuves en réponse à ces questions. Tout d'abord, la recherche que les athées et les homosexuels continuaient de saluer l'étude de Dean Hammer de 1993 qui prétendait qu'il existait un lien possible entre le marqueur ADN XQ28 et l'homosexualité, publié dans le magazine Science. Rappelons-nous que Dean Hammer est la même personne qui a affirmé l'existence d'un gène de Dieu et a écrit un livre à ce sujet sans aucune preuve ou recherche publiée et dont l'affirmation a été rejetée par les généticiens comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent. Examinons la validité de cette autre affirmation du père des affirmations non prouvées, Hammer. Une des conditions de la crédibilité de la recherche scientifique est la reproductibilité de ses résultats. En d'autres termes, si d'autres chercheurs répètent la même expérience, ils doivent obtenir des résultats similaires. Sinon, un chercheur peut affirmer ce qu'il veut et devenir un grand découvreur sur la base de ses fausses affirmations. Cette expérience de Hammer et de son équipe a été répétée par de nombreux autres chercheurs sur un plus grand nombre d'homosexuels, mais aucun d'entre eux n'a obtenu de résultats similaires. Alors, ils ont fait des allusions pour discréditer Hammer et son prétendu gène. Un exemple est l'étude par le Dr George Rice et son équipe, publiée dans Science également. Elle déclare « Il n'est pas clair pourquoi nos résultats sont si discordants par rapport à l'étude originale de Hammer. Parce que notre étude était plus importante que celle de Hammer. Nous avions certainement une puissance adéquate pour détecter un effet génétique aussi important que celui rapporté dans cette étude. Néanmoins, nos données ne soutiennent pas la présence d'un gène à effet important influençant l'orientation sexuelle, à la position XQ28. Tout simplement, cela discrédite Hammer sur ce point, tout comme il a été discrédité sur son affirmation d'un gène de Dieu. Des décennies ont passé pendant lesquelles beaucoup ont tenté de reproduire des résultats de Hammer, mais sans succès. Cela s'ajoute à l'importante question abordée dans l'épisode précédent, à savoir que la génétique moderne réfute l'affirmation selon laquelle il existe un gène spécifique pour un trait comportemental spécifique, comme le montre cette étude publiée en 2008 dans Nature, qui conclut que, après le séquençage du génome humain, la plupart des traits physiques simples étaient trop complexes pour être liés à un seul gène ou même à un ensemble spécifique de gènes. Alors qu'en est-il des traits comportementaux qui sont beaucoup plus complexes que les traits physiques? Donc le gène de Hammer est ridicule d'un point de vue théorique, comme dans l'étude de Nature, et est discrédité d'un point de vue empirique, comme dans Science, les deux revues naturalistes les plus célèbres. De plus, il est discrédité par plus d'un quart de siècle de recherches scientifiques qui n'ont pas réussi à reproduire les résultats de Hammer. Nous présentons une autre question sur la crédibilité des chercheurs en examinant les caractéristiques de ceux qui font des recherches sur l'homoparentalité. De plus en plus d'États américains ont légalisé l'adoption pour les couples de même sexe, hommes ou femmes, leur permettant d'adopter et d'élever un enfant et de l'exposer à leurs relations au quotidien. La présentation des arguments en faveur de l'adoption comprend des références à des études scientifiques sur l'effet de ces adoptions sur les enfants. L'écrivain David Benkoff a étudié des dizaines d'études sur l'homoparentalité et a publié ses recherches bien documentées sous le titre « Toutes les études sur l'homoparentalité sont faussées ». Benkoff a déclaré qu'à travers son enquête sur ces études, il a découvert qu'au moins 60% des chercheurs qui produisent des résultats favorables à l'homoparentalité sont eux-mêmes homosexuels. Il a également déclaré qu'il n'a pas pu trouver des données sur l'orientation sexuelle de 25% des chercheurs restants.
L'auteur mentionne une liste de noms et d'incidents à l'appui de son affirmation. Il note que le fait qu'il ne divulgue pas ce fait dans la section conflit d'intérêts suffit à prouver leur partialité. Bien sûr, un universitaire n'a pas le droit de publier une étude mettant en doute la validité des recherches menées par des gays sous prétexte qu'ils sont biaisés par leur homosexualité, car ils seraient accusés d'homophobie et de devenir la cible de campagnes anti-homophobie. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses études publiées concluent que l'adoption par des parents homosexuels n'a pas d'impact négatif sur les enfants. Une étude menée par le Dr Gatrell, une lesbienne mariée à une femme, conclut que les enfants élevés par des lesbiennes sont nettement mieux notés socialement que leurs homologues du même âge, qui ont des parents hétérosexuels. Ces recherches scientifiques, publiées dans des revues scientifiques et accueillies par des scientifiques dans des communautés scientifiques, que pouvez-vous attendre de ces communautés lorsqu'elles publient des études sur la polygamie par exemple? Leurs résultats seraient-ils impartiaux et crédibles? Surtout quand on sait que la polygamie est illégale dans leur pays. De plus, certaines études, comme celle publiée dans une revue affiliée à l'université de Cambridge, montrent que les enfants élevés par des gays ont beaucoup plus de chances d'être eux-mêmes gays. Comment peuvent-ils être homosexuels et avoir des enfants? L'homosexuel peut être bisexuel et engendrer des enfants par mariage ou par une liaison hétérosexuelle parallèlement à son homosexualité. Ou cet enfant est né hors mariage, abandonné comme enfant trouvé puis adopté par le couple gay. C'est ça la civilisation libérale. Encore une fois, les recherches montrent que les enfants élevés par des homosexuels sont plus susceptibles d'acquérir un comportement homosexuel eux-mêmes. Les chercheurs homosexuels ne considèrent pas que c'est un problème du tout. Pour les athées, si les parents disent que leur enfant que Dieu a créé le monde, ce serait un affreux abus de l'innocence de l'enfant, comme le dit Dawkins dans son livre The God Delusion, mais l'athéisme n'a aucun problème avec l'éducation des enfants sur l'homosexualité et ne considère pas cela comme un affreux abus de leur enfance. Ici, nous pouvons nous demander si la culture occidentale mène vraiment à la liberté personnelle. Imaginez un enfant à adopter, élevé par deux hommes gays. L'enfant grandit et devient gay à force d'observer ses parents homosexuels. Il ressent alors que son homosexualité est incompatible avec sa nature humaine et veut ajuster ses penchants psychologiques afin que sa désorientation sexuelle ne lui cause plus de détresse psychologique. Cependant, les organismes de santé interviennent pour dire « toute intervention visant à changer l'orientation sexuelle des individus doit être empêchée », comme dans le rapport de 2012 précité. Signification, il est interdit de fournir un quelconque traitement à cet homosexuel. Il doit rester tel qu'il est. Est-ce la liberté ou l'endoctrinement de l'immoralité? Une autre histoire concernant la crédibilité des chercheurs est celle du professeur J. Michael Bailey, qui a reçu des fonds du gouvernement américain pour mener des études sur l'excitation chez les hommes et les femmes homosexuels en les exposant à des vidéos pornographiques gays en utilisant des méthodes de mesure. Cette étude a été réfutée à tel point que ces recherches ont été dénoncées dans le Washington Times comme un gaspillage de l'argent des contribuables américains. En islam, les connaissances et les hadiths ne sont pas reçus que d'une personne éthique crédible, alors que dans cette pseudo-science occidentale, il n'y a aucune vérification de l'éthique et de la crédibilité du scientifique. Une personne immorale ou même un athée qui rejette les valeurs morales absolues, comme nous l'avons discuté auparavant, pour qui la fraude et la falsification sont des questions relatives qui ne peuvent pas être considérées comme absolument mauvaises, aura peut-être plus tendance à falsifier les études. L'histoire de Bailey nous amène au troisième point à considérer lorsque l'on remet en question la crédibilité de la recherche occidentale dans le domaine de l'homosexualité. Le financement de la recherche et son effet sur le résultat. Dans l'article précité de Benkoff, où il a passé en revue des dizaines d'études, il a fourni la preuve que le financement de certaines recherches qui soutiennent l'homoparentalité provenait à l'origine d'homosexuels bien connus comme David Bohnett
et d'organisations de défense des LGBT comme le Rainbow Endowment. Un phénomène connu dans la communauté scientifique est la tendance d'une étude scientifique à soutenir des intérêts de son sponsor financier, connu sous le nom de biais de parrainage. Imaginez un homosexuel donnant de l'argent à un chercheur, en lui disant « Réalisez une étude pour déterminer si ce que je fais est bon ou mauvais, et voici votre chèque de paie avec mon argent. » Comment l'intégrité scientifique peut-elle survivre à cela ? L'article a également noté qu'au 25 mars 2014, il y avait 150 études sur l'homoparentalité. Bien sûr, chers téléspectateurs, chaque étude coûte des centaines de milliers ou des millions de dollars et beaucoup sont financés par des fonds du gouvernement fédéral américain ainsi que par la communauté LGBT. Nous sommes en droit de demander, est-ce que le gouvernement des États-Unis ou ses institutions soutiendraient-ils des recherches sur des sujets comme l'effet de l'éducation des filles sur les valeurs de décence et de modestie sur leur santé mentale. Un autre point lié au financement concerne la publication des résultats. C'est là qu'intervient le problème du biais de publication. En d'autres termes, si un chercheur homosexuel présentait des résultats contraires à ses propres penchants et à ceux de ses sponsors financiers qui promeuvent l'homosexualité, le chercheur publierait-il ces résultats ou les cacherait-il ? De même, si un chercheur vraiment impartial présentait des résultats contre l'homosexualité, il n'y a aucune garantie que ces recherches soient publiées dans des revues scientifiques. Au contraire, elles peuvent refuser de publier ces recherches, d'autant plus que le lobby LGBT et ses partisans lancent des campagnes contre toutes les recherches dont les résultats leur déplaisent. Qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils n'aiment, il est plus facile pour les revues d'éviter le casse-tête, d'être étiquetés comme homophobes et de reproduire la tragédie de Robert Spitzer, qui a finalement été contraint de s'excuser. Notre dernier point d'attention est comment les médias traitent-ils les résultats de ces recherches ? Comment les médias traitent-ils les résultats de ces recherches ? Des organisations médiatiques américaines bien connues et leurs affiliés qui promeuvent leurs agendas dans le monde musulman sautent sur les études et qui font appel aux gays, malgré leur fausseté et leur fabrication, comme nous l'avons vu précédemment, et ajoutent leur propre fabrication dans le titre et les gros titres, comme on peut le voir. Un exemple est la façon dont les médias se sont emparés de l'affirmation de Hammer concernant un gène lié à l'homosexualité, et en ont fait la promotion. Cela a été critiqué docilement dans une publication scientifique qui déclarait que les résultats de l'étude de Hammer n'avaient jamais été reproduits. Néanmoins, les médias ont traité l'affirmation de Hammer comme un fait indiscutable. Les médias internationaux tels que The Telegraph, des décennies après l'invalidation de l'étude, accusent encore ouvertement ceux qui s'opposent à l'homosexualité d'ignorer la science de l'étude de Hammer. Il n'y a pas que les médias, même la communauté scientifique s'est comportée de manière non scientifique lorsqu'elle a ajouté le gène gay discrédité, théoriquement et pratiquement, aux bases de données biomédicales du XXIe siècle. En conclusion, sommes-nous en droit de demander, après tout cela, est-ce que ce que les athées louent est-il réellement de la science ? Ou est-ce de la pseudoscience ? Des saints libéraux qui poussent à des résultats spécifiques, des financements biaisés, une volonté de produire des résultats qui plaisent aux sponsors, des chercheurs homosexuels et non crédibles, des erreurs dans la conception des études, des biais de publication, terroriser quiconque ose s'opposer aux caprices des homosexuels, les campagnes contre l'homophobie et les médias qui acceptent sélectivement les études à publier et les exagèrent, en affirmant que le prétendu lien entre les gènes et l'orientation sexuelle signifie qu'une personne est forcée d'être homosexuelle. Alors que les perroquets athées disent « je crois en la science », des ténèbres les unes sur les autres, quand on étend la main, il peut à peine la voir. Et pour quiconque Allah ne fait pas de lumière, alors en aucun cas il ne peut avoir de lumière.
Et ceci est le sens traduit du verset 40 de la sourate 24. Avant de terminer, chers téléspectateurs, chaque cœur vivant ressentira l'obscurité après avoir entendu cette preuve de l'effondrement de la nature innée. Par conséquent, nous aimerions éclairer nos cœurs avec l'appel de la révélation en récitant des versets de la sourate Al-Shu'ara qui décrivent l'état du prophète Lot. La paix soit sur lui, lorsque le péché de la sodomie est apparu pour la première fois chez son peuple. Il les a appelés en disant ce qui peut être traduit par « Devez-vous, contrairement aux autres peuples, désirer des mâles et abandonner les épouses qu'Allah a créées pour vous ? Vous dépassez toutes les limites. » Coran, sourate 26, versets 165-166. Lot, que la paix soit avec lui, n'a pas eu besoin de prouver longuement le caractère flagrant du péché de leur action. La plus grande partie de l'appel de Lot à son peuple n'était pas orientée vers la foi. Au contraire, il se préoccupait avant tout de corriger leur humanité. Cependant, je cite, mais ils répondirent « Lot, si tu n'arrêtes pas cela, tu seras chassé. » Alors il dit « Je déteste ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi et ma famille de ce qu'ils font. » Nous le sauvâmes, lui et toute sa famille, à l'exception d'une vieille femme. Nous l'avons sauvé, lui et toute sa famille, à l'exception d'une vieille femme restée sur place. Nous avons ensuite détruit les autres, en faisant tomber sur eux une pluie de destruction, pour ceux qui avaient été prévenus. Il y a vraiment un signe en cela, bien que la plupart d'entre eux ne croient pas. Et Allah est tout-puissant et le miséricordieux. Sens traduit des versets 167 à 175 de la sourate 26. Tout au long de cet épisode, je voulais dire: l'athéisme et le darwinisme justifieraient-ils des crimes tels que le meurtre ou le viol en se basant sur l'existence de gènes qui conduisent à ce comportement, comme ils justifient l'homosexualité? Pourtant, je n'ai pas soulevé cette question, parce que la réponse moderne à cette question dans l'athéisme et le darwinisme est oui, nous le faisons. Si nous n'avions pas déjà pris votre temps, je vous aurais raconté l'histoire du gène du guerrier que certains criminels peuvent maintenant ajouter à leur dossier de défense pour réduire leur peine sur la base de recherches scientifiques, comme cela s'est produit avec Bradley Waldrop. Je vous aurais également parlé du Thornhill et du livre de Palmer qui justifie le viol comme un comportement génétique normal. Allah nous dit: et pour quiconque Allah ne fait pas de lumière, alors en aucun cas il ne peut avoir de lumière. Sens traduit du verset 40 de la sourate 24. C'était un exemple de la transformation de la science en un instrument pour servir les valeurs dominantes et un exemple du déclin des matérialistes lorsqu'ils ont nié la nature innée et expliqué le comportement humain d'un point de vue purement matérialiste. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.